avec Ondine Razafimbello, qui va nous parler, donc qui est doctorante, et qui a déjà présenté sa mini-soutenance. Donc là, elle nous présente véritablement, j'ai presque envie de dire de façon libérée administrativement, son travail sur Jacques Demy, Michel Legrand, Peau d'âne et les parapluies de Cherbourg. Je crois que c'est cela, Ondine. C'est ça, merci, oui. Merci Nicolas. Je vais partager mon diapo. Merci beaucoup. Un rebonjour ou bonjour à toutes et à tous. Merci, merci aux intervenants précédents pour leurs exposés très intéressants et très éloignés de mon sujet aussi. Je vais vous proposer quelque chose de très différent. Je m'appelle donc Ondine Razafimbello et je vais vous parler aujourd'hui de la musique de Michel Legrand dans le cinéma de Jacques Demy. Je suis en troisième année de thèse sous la direction de Philippe Catté, mais je m'intéresse à ce sujet depuis plus longtemps, depuis le master que j'avais exclusivement consacré au rôle de la musique dans Peau d'âne. Et dans ma thèse, j'ai eu envie d'aller plus loin et d'étendre ma recherche aux autres collaborations du tandem et d'approfondir Peau d'âne aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer quelques-unes des méthodes d'analyse que j'ai utilisées et quelques résultats. Et on va notamment parler du travail thématique, d'analyse paradigmatique, et on va visionner ensemble quelques extraits et les commenter. Alors d'abord, il est important de souligner l'idée que l'œuvre de Jacques Demy se définit par une absolue omniprésence de la musique. La musique est toujours une sorte de personnage qui présente une intense proximité avec l'intrigue, et cette idée est d'ailleurs souvent énoncée par les auteurs eux-mêmes. Legrand confie souvent, notamment à son biographe, que sa mission est d'apporter ce qui n'a pas été tourné. Voilà, donc Demy et Legrand vont réaliser 9 films ensemble, de 1961 à 1988, sur près de 30 ans. Alors, excepté mon travail, il n'existe pour l'instant aucune publication ni aucun travail scientifique d'envergure qui a pour sujet la musique de Michel Legrand dans le cinéma de Jacques Demy, ni même la collaboration entre les deux, excepté le spécialiste de Jacques Demy, qui s'appelle Jean-Pierre Berthomé, et qui en parle un peu en consacrant notamment un chapitre d'ouvrage à la musique des parapluies de Cherbourg, proposant une analyse plutôt fine de l'interaction entre musique et image, mais sans employer, si vous voulez, une méthodologie ni des outils musicologiques, donc ni transcription, ni partition pour travailler. Donc, il établit une cartographie musicale du film à partir de laquelle il va construire son analyse, mais que je vais de mon côté un peu modifier, préciser, prolonger, tout en reconnaissant bien sûr le caractère unique et très précieux de son travail, sachant qu'il n'est pas musicologue. Alors, je vous précise dès à présent qu'en l'absence de sources primaires, donc l'accès aux partitions a été impossible ou au minimum très très compliqué, que l'intégralité de mon travail est fondée sur des transcriptions personnelles. Donc, j'ai créé mes propres sources primaires concernant le matériau musical et pour ensuite produire des analyses. Alors, dans l'exploration que je fais de la filmographie complète du tandem, en me concentrant sur les 3 plus grands succès, que sont donc les parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort et Peau d'âne, il apparaît un certain nombre de systèmes, de canevas narratifs, d'identités dramaturgiques et musicales, comme des fils rouges, et qu'au fur et à mesure du travail, il va y avoir aussi finalement une continuité dans les méthodes d'analyse que je vais employer, qui aboutit de plus en plus à la révélation d'un système de Legrand avec ses modalités musico-dramaturgiques propres. Ce système, il s'articule d'une part autour d'une idée d'architecture toujours très complexe de la structure musico-dramaturgique, et d'autre part autour de l'idée que la musique va pouvoir dire, révéler des éléments qui ne sont pas possibles à révéler par l'image ou les dialogues. La musique peut aller, si vous voulez, jusqu'à véhiculer des sortes de messages codés. Voilà, donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon de tout ça, en commençant par Peau d'âne. Alors le film, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends, est une relecture du conte de Peau d'âne dont le sujet de départ est un mariage incestueux où un roi va vouloir épouser sa propre fille. Et Jacques Demy va donner à cette relecture du conte une part très sombre, très ambiguë, très trouble, différents niveaux de lecture, et la musique contribue amplement à établir ces nouvelles dimensions par rapport au conte original. Peau d'âne est un film dans lequel Michel Legrand a utilisé une très grande diversité de langages musicaux, a opéré un travail thématique très important autour de 4 thèmes musicaux fédérateurs qui sont associés à des personnages ou des situations. Donc d'abord le thème R de la recherche de l'amour, qui est nommé par les auteurs eux-mêmes, puis ensuite c'est moi qui nomme, le thème P du prince, le thème S de l'amour trouvé, d'après les rêves secrets d'un prince et d'une princesse, et le thème F de la fée. Et Michel Legrand va venir appliquer à ces thèmes, après les avoir énoncés une première fois, de très nombreuses transformations mélodiques, rythmiques, d'orchestration, en lien avec l'évolution dramaturgique. On va écouter un peu ces différentes choses par la suite. Alors pour arriver à ces observations, je suis partie donc d'une transcription de toutes les transformations thématiques que j'ai organisées et superposées dans des tableaux paradigmatiques chronologiques pour observer l'évolution du thème en parallèle à l'évolution dramaturgique. Donc l'analyse paradigmatique, vous voyez un petit extrait à l'écran, c'est tout simplement partir de la première intervention d'un élément, d'un thème, sa forme initiale,
paradigme, pour ensuite venir superposer verticalement ces autres occurrences et observer ce qui change sur le plan de la mélodie, du rythme, de l'harmonie, mais aussi des timbres, etc. Donc là, vous voyez, c'est un extrait, mais c'est un tableau qui s'étale en réalité sur 6-8 pages. Voilà, donc ici, vous avez l'exemple du thème principal, celui que les auteurs ont nommé le thème de la recherche de l'amour et qui est entendu dans 17 séquences, et pour lequel Michel Legrand propose 15 dérivations différentes à partir de la forme initiale. Des dérivations qui peuvent prendre plusieurs formes. Je vais vous faire écouter la première occurrence, donc sous forme de fugue, pour que vous l'ayez dans l'oreille pour les interventions que je vais vous faire entendre par la suite. Voilà. Donc, voilà pour la première intervention. Donc, tout est consigné en fait après chronologiquement. Chaque occurrence a un nom, vous le voyez à l'écran, donc à gauche, sur la tranche de gauche, chacune a son petit nom, chacune a sa lettre. Et ce tableau, ça va être un point de départ pour ensuite aller analyser dans le détail, dans chaque dérivation, ce qui va changer sur le plan de la mélodie, du rythme, de l'harmonie, des timbres. Donc là, on va faire de nouveaux relevés plus complets à l'extérieur du tableau. Et aujourd'hui, j'ai décidé de dégager de ce tableau et d'approfondir 2 occurrences qui sont proches l'une de l'autre et qui interviennent au moment où le roi va demander sa fille en mariage, puis ensuite aller chercher l'approbation d'un savant concernant cette décision. Alors voici ces 2 interventions que j'ai décidé de dégager du tableau. Alors qu'est-ce qu'on observe déjà visuellement? Le thème s'est complexifié par rapport à tout à l'heure, et on ne reconnaît plus que finalement que le profil chromatique descendant, qui est l'essence du thème, il va être réduit à un état de squelette finalement de plus en plus, à mesure que la situation dramaturgique va être plus compliquée. Donc plus la situation est compliquée, plus la perspective du mariage incestueux se précise, si vous voulez, plus le thème se désagrège, se dérègle. Alors on va visionner ensemble 2 extraits qui sont en fait issus d'une longue séquence, donc de la demande en mariage que j'ai morcelée, et qui présente donc ces dérivations intéressantes. D'abord, la tentative du roi de séduire et d'amadouer la princesse qui se doute de rien. Vous allez reconnaître le thème, donc il va être signalé à l'écran avec sa transcription, et je vous invite à vous concentrer donc à la fois sur les modifications du thème et sur l'ambiance musicale qui se dégage de cette occurrence particulière. Je bascule sur la vidéo. Voilà. Et on regarde. Depuis la mort de ma mère, vous m'évitiez. Vous refusiez de me voir. En avez-vous souffert? Oui, mon père. Je le regrette. La solitude était ma seule compagne. J'ai décidé d'en finir. Relevez-vous, ma chère fille. Je vous ai entendu. Et votre chant m'a ravi. J'ai pensé que si vous étiez sensible à la musique, vous ne resteriez pas insensible à la poésie. Voilà, je suis désolée si c'était peut-être un peu flou au départ, ça s'est éclairci par la suite. Alors je reviens vers le diaporama. Voilà. Donc avant de parler en détail de ce qui se passe musicalement, je pense que vous avez perçu par rapport à la première occurrence simplement qu'on se situe dans un registre tout de suite plus trouble. Et c'est intéressant parce que quand je fais visionner cette séquence précise à des non-musiciens, par exemple des étudiants en cinéma, les premiers termes qui leur viennent, c'est étrange, angoissant, inquiétant. Et finalement, c'est probablement exactement ce que souhaitait Demy et Legrand. Alors pour nous qui pouvons le décortiquer, comment est-ce qu'ils font? Alors si on commence par le plus simple, la mélodie commence avec cette même anacrouse que la forme de départ et continue avec le même profil chromatique descendant qui nous permet de reconnaître le thème malgré tout, mais cette fois-ci donc avec cette formule arpégée qui tout de suite va nous donner un sentiment de sinuosité, de tournicotement. Et puis harmoniquement, il se passe aussi quelque chose d'intéressant et qu'on peut visualiser grâce à la théorie des vecteurs harmoniques qui ont été théorisés par Nicolas Meus. Donc ici vous voyez en haut le paradigme harmonique, si vous voulez, qui est donné dans les premières occurrences du thème, qui était aussi le paradigme harmonique de la fugue, avec des vecteurs dominants, donc marche de carte, parcours fonctionnel, mouvement de 5-1, qui sont matérialisés par ces flèches qui vont vers la droite, et la dérivation qu'on vient d'entendre en dessous, avec des vecteurs sous-dominants, donc mouvement par tierce, mouvement par triton, etc. pour la basse. Et vous voyez, avec ces flèches qui vont vers la gauche, c'est comme si le système était à rebours du système fonctionnel. Sans parler forcément de vecteur harmonique, aussi le mouvement par tierce de la base fondamentale du début ici m'évoque l'idée de l'harmonie des médiantes, donc toujours Nicolas Meus repris par Jean-Pierre Bartoli, l'harmonie des médiantes prise ici comme figure de style musical un peu qui évoque l'étrange, l'inquiétant, le suspense qu'on trouve souvent dans les films d'épouvante ou de science-fiction par exemple. Et je me suis amusée à aller chercher un exemple contemporain de Podane qui utilise aussi cet outil, donc dans la bande originale de Fahrenheit 451, donc de Truffaut, mais composée par Bernard Herrmann, qui est le roi du suspense, complice d'Alfred Hitchcock, un extrait qui se rapproche aussi en termes de texture instrumentale à ce que fait Michel Legrand. Donc on va écouter les 2 extraits confrontés l'un à l'autre, voilà, avec cette histoire de mouvement par tierce.
et notre Michel Legrand. Voilà, donc dans Podane, finalement, l'addition de plusieurs unités significatives de l'étrange et de l'inquiétant, finalement, cette formule RPG, ce profil chromatique, puis l'harmonisation qu'on a décrite, l'accumulation de tout ça, finalement, va faire basculer le thème du côté obscur, si j'ose dire, et nous permettre d'anticiper ce qui va se passer et qui ne va pas être très heureux. On est loin de l'orchestration déjà pour cordes bien scandée, bien carrée de la fugue qu'on a entendue au début. Vous voyez que le choix des instruments, de l'harmonie, des textures instrumentales sont autant d'éléments de langage bien précis et stéréotypés qui contribuent à instaurer cette atmosphère. Et tout ça est bien sûr justifié par le fait que la princesse va être prise au piège. Nous, on sait ce qui va se passer, le roi va la demander en mariage, mais elle ne le sait pas. Et c'est ce qui crée ce malaise. Et cette occurrence du thème représente pour moi à la fois l'innocence de la princesse qui va bientôt être altérée, en même temps qu'il énonce l'une des facettes de la fameuse recherche de l'amour, qui a plusieurs facettes. Ici, le thème est énoncé d'une certaine façon, alors que le roi cherche à remplacer son amour perdu, qu'est la reine, et qui va basculer dans quelque chose de très sombre. Voilà. Donc à présent, pour continuer avec Podane, on va s'arrêter sur l'occurrence du thème principal qui est la plus éclatée, la plus désagrégée, et qui se trouve juste après la demande en mariage, donc dans le donjon du savant. Il faut savoir qu'avant celle-ci, on a eu une autre, pour arriver progressivement à la transformation la plus radicale, mais aujourd'hui, pour la démonstration, je vais aller directement à celle-ci. Alors ici, alors que le roi va venir demander conseil au savant, qui va confirmer sa décision d'épouser sa fille, on va avoir une déconstruction jusqu'à l'abstraction presque, qui va finalement illustrer le nœud dramaturgique le plus complexe du film, qui est la perspective concrète d'une union incestueuse. Et je vais volontairement vous passer un extrait court, juste pour qu'on s'arrête sur cette transformation-là, du thème en particulier. Mais avant que le roi arrive dans le donjon, vous allez voir qu'il monte les marches, il va y avoir un figuralisme, un Mickey Mousing assez rigolo, un motif mélodique au basson qui va être énoncé puis transposé vers l'aigu plusieurs fois, tandis que le roi va gravir les marches du donjon. Je passe de nouveau à la vidéo. Voilà, je repasse sur la PowerPoint. Alors ici, le langage choisi, vous l'avez certainement entendu, s'approche du dodécaphonisme avec l'usage des 12 sons du total chromatique, ils y sont tous, en relais de timbre comme ça, sans hiérarchie de tonalité, sans polarité, sans repère autour d'un ton spécifique, avec ces mouvements contraires de ligne chromatique que vous voyez, ici, ces mouvements contraires de ligne chromatique entre la mélodie et la basse qui fait quelque chose de très, très piquant, très âpre. Donc c'est intéressant en fait de voir comment Michel Legrand va utiliser ce langage-là, qui est connoté historiquement finalement du côté de quelque chose de très déconstruit musicalement, pour finir de triturer son thème, avec juste le squelette chromatique qui permet de le reconnaître et d'illustrer cette situation qui va de plus en plus mal, où le roi va définitivement décider d'épouser sa fille. Donc vous l'avez vu, c'est aussi associé visuellement au donjon du savant fou rempli de potions, etc. Mais voilà, Michel Legrand se sert véritablement de sa connaissance des langages de l'histoire de la musique pour répondre à la dramaturgie de Jacques Demy sur mesure finalement. Voilà. Je vais m'arrêter ici concernant l'évolution de ce thème-là, mais sachez qu'il y a beaucoup d'autres choses, par exemple un travail sur le texte de la chanson associée au thème de la recherche de l'amour, donc la chanson Amour, Amour, qui elle va nous renseigner dans son évolution sur l'évolution de la situation, plus positive cette fois, et qui va accompagner l'émancipation de la princesse d'une façon différente que le pur travail instrumental et d'orchestration qui avait lieu pour les 15 premières minutes où il y avait une situation très sombre et très trouble comme ça. Mais on va aussi avoir des croisements, des imbrications de différents thèmes associés à des personnages qui nous renseignent peut-être parfois sur leurs liens cachés, alors que les personnages ne sont jamais vus ensemble à l'écran. Par exemple, ici, vous avez le thème du prince et le thème de la fée qui sont imbriqués lors de la scène du bal, alors que le prince et la fée ne sont jamais vus ensemble à l'écran. Et on a visuellement aussi sur le décor cette petite figure qui évoque la fée sur le trône du roi et de la reine. Il y a plein de petites choses comme ça. Alors à présent, je vais passer au parapluie de Cherbourg, je vous propose d'en parler un petit peu. J'en ai dit quelques mots, le cinéma de Jacques Demy, il est fait de fil rouge, et effectivement, en commençant à aborder les parapluies de Cherbourg après Podane, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses communes,
avec ce film sur le plan de la construction musicale. Alors bien sûr, comme le film est entièrement chanté, comme à l'opéra, les méthodes d'analyse doivent être adaptées à la présence permanente du texte, mais on va voir que finalement l'analyse paradigmatique a tout à fait sa place aussi, sous une forme un petit peu élargie, dans les méthodes que j'ai adoptées pour étudier le film. Alors, Les Parapluies de Cherbourg, c'est un film d'une très très grande complexité, dans lequel va courir pendant 1 heure et demie une sorte de récitatif en français sur des séquences musicales qui mélangent les langages du jazz, de la musique afro-cubaine, de la musique savante, principalement inspirée du début 20e français pour la musique savante. Et Le Grand et Demi travaille avec 2 types d'éléments musicaux sur lesquels on va avoir tout le temps du texte et des dialogues. D'une part, ce que je vais appeler, vous voyez à l'écran, les thèmes personnages, les thèmes couples, les thèmes lieux, donc qui sont associés à un personnage, un couple de personnages ou un lieu, avec leur caractère et leur histoire, et qui vont se caractériser par leur durée et leur structure en plusieurs parties, tandis que de l'autre côté, on va voir les canevas mélodiques, qui sont également des éléments thématiques, mais très nombreux, très divers et très courts, et qui vont servir de support à toutes les conversations chantées. Donc là, vous avez les thèmes, on va revenir sur ce tableau plus tard, et là, vous avez les canevas. Alors pourquoi l'image du canevas? Parce que c'est comme en broderie, j'ai pensé, on a comme une base, un support, une toile mélodique et harmonique sur laquelle on va venir appliquer différentes paroles et parfois différents arrangements instrumentaux au cours d'une même séquence. Donc vous voyez qu'ici, par exemple, pour le canevas K, on a 2 interventions dans la séquence numéro 13 et parfois aussi de séquence en séquence. Par exemple, le L, donc chacun a une lettre et une couleur, hein, il apparaît dans 3 séquences différentes à de très nombreuses reprises. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de constater évidemment les évolutions dramaturgiques en partant d'un même canevas, dont la première occurrence conditionne bien sûr la compréhension des suivantes par le travail de mémoire auditive. À noter qu'on peut aussi avoir une imbrication de canevas mélodiques courts spécifiques à l'intérieur des grands thèmes, voilà, sur des phrases spécifiques. Alors là, je reviens à Jean-Pierre Berthomé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a donc proposé une classification de tous ces éléments, mais sans faire la distinction entre thèmes longs et canevas courts. Donc il ne parle que de thèmes. Vous voyez ici la synthèse de mon travail confronté au sien. Lui dénombre 20 thèmes différents, donc tout confondu, dont 8 éléments reviennent plusieurs fois dans le film. Alors, quant à moi, j'actualise donc ce compte en dénombrant 28 éléments en tout, dont 12 thèmes personnages, couples et lieux, et 16 canevas mélodico-harmoniques différents. Voilà, je vais se regarder un petit peu. Voilà, ça n'a pas beaucoup changé, mais quand même, il y a eu une actualisation de la classification de Berthomé. Alors, d'abord, je vous explique comment je travaille un petit peu avec les thèmes. Prenons l'exemple d'un thème personnage. Ici, le thème personnage de Roland Cassat. Dans un premier temps, je vais transcrire le thème systématiquement. Je vais analyser sa mélodie, son harmonie, définir sa structure pour me familiariser avec lui, commencer à travailler. Puis, dans un second temps, je vais consigner toutes les apparitions de ce thème dans un tableau paradigmatique, donc, comme vous avez vu tout à l'heure, comme pour Podane. Là, c'est pareil, c'est un petit extrait, mais ça s'étale sur plusieurs pages. Hein. Et j'utilise les tableaux paradigmatiques pour les thèmes, parce que souvent, comme ce sont des thèmes longs, il va y avoir des modifications de structure, d'harmonisation au fil des occurrences, chose qu'il n'y a pas dans les petits canevas individuels, parce qu'ils sont trop courts. Et ici, la partition, elle est absolument indispensable pour se rendre compte visuellement des choses qui ne sont pas alignées, et ensuite de comprendre ce qui justifie évidemment ces changements à l'image. Alors par exemple, ici, vous avez, vous le voyez entouré, une mesure ajoutée par rapport à ce qu'on attendrait de l'alignement paradigmatique. Et cette mesure ajoutée, elle correspond à l'image à un moment de très grande tension dramatique avec des jeux de regard, donc chant contre chant. On a le personnage de Roland Cassat donc, qui n'est pas au courant que l'héroïne est enceinte de son amoureux qui est à la guerre, et il va souligner sa ressemblance sans le savoir avec un tableau ou une sculpture de Vierge à l'enfant. Et évidemment, nous, spectateurs, savons qu'elle est enceinte et qu'elle et sa mère doivent cacher la vérité pour sauver la face. Donc voilà, la modification exceptionnelle de la structure musicale, que vous voyez ici, je l'ai mise en tableau, avec ce qui aurait dû arriver et puis ce qui est finalement arrivé musicalement. Donc cette modification exceptionnelle, parce qu'elle est exceptionnelle et que notre oreille s'attendait à passer directement à la mesure suivante, elle permet de souligner et comme suspendre le temps pour cet événement particulier et cette espèce de non-dit très gênant. Donc pour chaque thème, personnage, thème, lieu, etc., il y a des choses comme ça à des moments clés du film qui sortent de l'ordinaire et qui nous permettent de souligner quelque chose. Et l'analyse paradigmatique, elle permet de repérer ça, et ce ne serait pas possible sans trace écrite et sans visualisation. À l'oreille, directement comme ça, c'est vrai que c'est très difficile à entendre. Il faut le mettre en partition. Alors l'autre élément important des parapluies, ce sont ce que j'appelle les canevas mélodico-harmoniques. Donc ces canevas sont très nombreux, ils accompagnent la diversité des conversations du quotidien. Et comme il y a beaucoup d'informations à gérer, en général, j'associe le codage en lettres et en couleurs. Donc vous voyez ici, c'est un tableau qui résume tous les canevas associés à un personnage. Et dans le corps du texte, je vais associer le codage en lettres et en couleurs, donc à gauche, avec les partitions, les paroles, et puis l'analyse dans un même tableau pour faire une synthèse. Et ici, comme il s'agit de plus petites cellules, vous voyez, parfois ça fait qu'une phrase,
ce qui permet de bien analyser le propos d'une occurrence à l'autre. Ce sont des petits tableaux avec du texte seulement, où on va aligner les paroles en fonction de la ligne mélodique, de façon à observer les mots, les vers qui sont prononcés sur un canevas donné, un canevas mélodico-harmonique donné à différents moments du film, dans une même séquence ou dans différentes séquences. Alors même que l'arrangement instrumental en dessous a pu évoluer, effectivement, en fonction de l'atmosphère, du sentiment convoqué. Mais voilà, la mémoire de la mélodie et de son harmonie fait qu'on les identifie à une première idée qui leur a été associée, et quand on va entendre les nouvelles paroles par-dessus, on va les entendre en fonction du sens qu'on a précédemment attribué au canevas. Alors, quelques exemples audio pour illustrer ça. Là, vous voyez, d'une occurrence à l'autre d'un canevas donné, le canevas L donc, on a en même temps que le rappel de la mélodie et son harmonie, une symétrie parfaite des idées dans le rythme de la versification. Donc, vous allez pouvoir lire et écouter en même temps. On a le personnage de la mère qui va vanter les qualités d'un prétendant à sa fille, un prétendant de rechange, mais elle souffre de l'absence de son amant qui est parti à la guerre. Et dans cette confrontation, on va avoir, au retour du prétendant, va s'opposer le départ de l'amoureux, à la place que le prétendant prend dans les conversations, il m'a raconté son de choses, etc., s'oppose le fait que son amant lui a écrit qu'une seule fois, son silence. Donc voilà, et la fille va s'approprier finalement le canevas précédemment investi par sa mère pour lui répondre musicalement, lui rappeler sa détresse sur un accompagnement qui va être, vous allez voir, plus lyrique, débarrassé du dynamisme de la section rythmique avec Shabada, Walking Bass, etc., mais l'harmonie, ça va être la même, et la structure aussi. Donc, elle impose à la fois de nouveaux mots et un nouvel arrangement instrumental à sa mère. Je vous passe l'extrait concerné. Retenez bien donc la mélodie de la colonne de gauche pour ensuite la retrouver un petit peu plus tard dans la colonne de droite. Je vous laisse l'extrait en entier. Tu ne dis rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est fou ce qu'il est sympathique. Nous avons parlé plus d'une heure ce matin. Il rentrait des États-Unis. Quel type! Il m'a raconté 100 000 choses. Je l'ai invité à dîner. Bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce que tu as, Geneviève? Rien, je suis fatiguée. Ce n'est pas une raison pour faire cette tête. Tu es lasse, soit, voilà, mais là. tu n'es pas mourante. Ce n'est pas la lassitude qui m'attriste, mais le silence. Guy est parti depuis 2 mois déjà. Il ne m'a écrit qu'une fois. Tu ne vas pas recommencer. Voilà, sur la même mélodie, on a eu 2 paroles différentes, 2 groupes de paroles différentes. Bon, dans un registre un petit peu différent qui touche non pas au travail des idées ou de la versification, mais un travail sur les sonorités, on a parfois à distance de plusieurs séquences le retour d'un canevas avec des répliques aux mots très proches qui renforcent particulièrement l'impact mémoriel. Donc, je vous donne un exemple ici, donc, on a le texte en dessous, vous allez voir, c'est très transparent. Je vous laisse écouter. Nous sommes dans une situation difficile. Geneviève est grande et m'aide de son mieux. Elle n'est pas en cause. La situation dans laquelle nous nous débattons ne nous permet pas, pour le moment du moins, de prendre du repos. Elle accepte, puisque la situation dans laquelle elle se trouve ne vous effraie pas, mais ne la brusquez pas, elle est si fragile. Voilà, donc bien sûr, j'ai oublié de préciser que pour chaque occurrence d'un canevas, la tonalité peut changer, évidemment, mais on reconnaît la mélodie et l'harmonie malgré tout. Voilà, dans la thèse, tout ça est également assorti à chaque fois d'exemples vidéo, donc cliquables dans le document, mais ici, je voulais un peu réduire la somme d'informations pour que vous puissiez identifier vraiment les canevas à l'oreille sans être peut-être distrait par d'autres paramètres. Voilà, c'était un tout petit tour d'horizon des éléments d'analyse que j'ai utilisés pour les parapluies de Cherbourg. Et pour terminer, je voudrais partager avec vous une petite information qui pourrait peut-être paraître anecdotique, mais je pense qu'il a son importance. À un moment dans le film, on a les 2 jeunes amoureux, donc Guy et Geneviève, qui se rendent à l'opéra pour voir Carmen, donc de Bizet, et je vous passe la très courte séquence où on entend cette musique diégétique, donc intégrée à l'action.
je ne sais pas si parmi le public aujourd'hui, il y a des spécialistes de Carmen, mais moi, après avoir écouté Carmen et avoir visionné aussi à plusieurs reprises, je ne l'ai pas trouvé dans ce morceau dans la partition. Donc, vraisemblablement, Michel Legrand a, pour faire un tuilage cohérent avec le morceau précédent, et peut-être pour une autre raison que je ne connais pas, composé spécialement pour le film un faux Carmen. C'est quand même pas banal, et ce dont personne jusqu'à aujourd'hui ne semble s'être inquiété. Donc, si vous pouvez me donner tort, je vous invite à le faire, mais c'est vrai que j'ai écouté Carmen plusieurs fois et j'ai pas trouvé dans l'opéra ce morceau-là. Et donc, au-delà de ça, ça m'a amené à m'interroger en fait sur les filiations entre Carmen et les parapluies de Cherbourg, qui ont pour le coup été relevées une seule fois par la chercheuse Robin Stilwell. Et effectivement, on a une trame narrative en fait qui présente beaucoup de points communs et des profils de personnages communs également entre Carmen et les parapluies. On peut trouver chez les héros, donc Geneviève Vegui, que vous voyez là, des alter ego chez Carmen et Don José dans une certaine mesure, mais aussi surtout Michaela, qui trouve un écho très très fort dans le personnage de Madeleine, la jeune ingénue qui aime le héros en secret. Voilà pour cette présentation. J'espère que je vous aurai permis d'avoir un aperçu de la richesse du matériau musico-dramaturgique de l'œuvre de Jacques Demy et Michel Legrand, et l'importance aussi de la compréhension musicale. Cette œuvre qui appelle par sa complexité l'utilisation de méthodes d'analyse très diverses, avec une dominante très forte sur l'analyse paradigmatique, vous l'avez vu, hein, et qui révèle chaque jour dans ma recherche de nouveaux éléments, engage de nouvelles perspectives. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps imparti. J'ai terminé pour la présentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Odine. On est plutôt souple dans ce séminaire, autour des 20-30 minutes de présentation. Je rappelle qu'il y a une dimension aussi de présenter des travaux en train de se faire. Voilà, donc c'est aussi cette liberté qu'on essaye de cultiver. Merci beaucoup pour votre présentation fascinante. Moi, j'ai envie de dire que ça fait très longtemps que j'attends de voir des musicologues se pencher en termes analytiques sur ce répertoire. Le 19e ce que je suis y entend beaucoup de résonance avec naturellement les leitmotivs, avec toute cette conception du chant musique. Moi, j'ai toujours rêvé, en tout cas, je me suis toujours demandé dans quelle mesure les œuvres que vous traitez ne sont pas une sorte d'incarnation de la mélodie infinie voulue par Wagner, d'une certaine façon, parce que là, vous avez vraiment un film, un objet musical et sonore et visuel qui est continu d'une certaine façon, et Wagner rêvait de cette mélodie infinie qui ne s'arrêterait jamais. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de voir une musicologie comme ça précise s'appliquer à ces objets d'études. Je vois Isabelle qui sourit aussi. Oui, merci beaucoup, Andine. Ça donne très envie de revoir ces films. Ah non, c'est rafraîchissant, mais c'est rafraîchissant et motivant intellectuellement. Et vraiment, je vous félicite absolument pour les deux raisons. Et on voit que c'est des chefs-d'œuvre qui nous ont accompagnés et ce sont des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est pas vraiment bravo. Voilà. Juste, j'avais une question peut-être sur l'accès effectivement entre Legrand et Demy. Est-ce que c'est possible d'accéder à des archives, à de la documentation de première main? Alors en fait, ça c'est en cours de travail. Depuis mon master, en fait, je n'ai pas pu compter là-dessus, donc j'ai vraiment tout construit toute seule. Mais là, je suis vraiment en train d'essayer de me mettre en contact avec Macha Merrill, donc la femme de Michel Legrand, et puis Rosalie Varda, qui, effectivement, chacune de leur côté, peuvent avoir des documents qui, maintenant, ont plus pour moi une valeur informative, peut-être pour, si je peux avoir accès au score d'orchestre, à des petits détails d'instrumentation, des choses qui peuvent être très intéressantes pour moi, mais disons que le très gros du travail a déjà été fait, si vous voulez, mais effectivement, je suis à la recherche très active de cette documentation qui, pour l'instant, est jalousement gardée dans chaque famille. Voilà. Oui, il n'y a pas eu de dépôt pas encore. Non, Agnès Varda a déposé pas mal de choses à la Cinémathèque, mais rien qui puisse m'aider vraiment moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur le matériau musical. Tout ça, c'est gardé du côté de chez Michel Legrand, et je crois qu'il y a hésitation en ce moment, le garder, le donner, je ne sais pas. D'accord. Et est-ce que le fait que quand ils ont remasterisé, ils ont notamment les parapluies, est-ce qu'au niveau sonore, il y a eu des transformations entre la version originale et puis ils ont dépoussiéré, ils ont nettoyé l'image, Alors
Oui, je sais que donc la remasterisation qui a eu lieu, je crois, dans les années 2000, hein, Oui, c'est assez récent. Hein. ouais, surtout porté sur la qualité de l'image, donc ça a été l'étalonnage. Mathieu Demy a beaucoup travaillé là-dessus. Par contre, au niveau musical, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de changements. Je sais en tout cas que quand le film est sorti, Michel Legrand était assez insatisfait du niveau sonore de la bande d'accompagnement, parce que Jacques Demy voulait qu'on entende vraiment très clairement les voix, et du coup, Michel Legrand apparemment était un peu frustré du fait qu'on n'entendait pas assez la bande orchestrale. Et effectivement, moi, quand j'analyse le truc, c'est parfois, comme c'est moi qui relève, c'est parfois très difficile à entendre des tout petits détails de choses. Là, je vous ai montré des choses simples, mais parfois, je relève des choses absolument impossibles. Et voilà, c'est vrai que la bande est très basse. Ouais. Là, ce serait un opéra de Wagner, mais il faudrait tout reprendre en dictée, hein, Nicolas. Bravo. C'est vraiment fascinant Merci. Voilà, que cet objet d'étude soit l'objet d'une réflexion musicologique aussi précise et de qualité que celle que vous faites. Hein. Franchement, chapeau. Y a-t-il d'autres questions? Merci Isabelle. Pierre Pascal, je crois, lève la main. Pascal Pierre, pardon. Pierre Pascal. Voilà, pardon. Oui, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant, d'autant qu'effectivement, la musique de film pose des problèmes d'analyse et d'appréhension pour la musicologie qui sont très complexes, donc c'est très convaincant. J'ai une question en fait qui est un peu connexe, mais très brièvement, parce que j'imagine qu'il y a énormément à dire, mais au niveau s'agissant en fait de comédie musicale ou de films dans lesquels les acteurs chantent, au niveau de la fabrique de la bande sonore, est-ce que tout est préenregistré? Est-ce qu'il y a un travail de Michel Legrand après montage sur des sections de liaison entre les chants, etc. Parce que vous mettez en place vous mettez en évidence des choses extrêmement subtiles justement au niveau du rapport à l'image. Est-ce que c'est quelque chose de linéaire comme processus dans leur collaboration ou est-ce que des choses sont préenregistrées et chantées en playback? Enfin, voilà, de façon je pense que ça doit être très très complexe, mais enfin rapidement, disons. Oui, je peux vous répondre. Alors, tout est enregistré en amont. C'est-à-dire que toute la musique est enregistrée en amont, instruments et voix. Vraiment, tout est là. Et on a un travail de post-sync. Donc, on a eu un énorme travail chez les comédiens d'apprentissage de la lip-sync, de la synchronisation pendant des mois. Ça a été très difficile, apparemment. Et donc, tout le matériau est là avant, en fait. Et je crois qu'il n'y a aucune séquence musicale qui est composée après. Tout est déjà prévu à l'avance. Ou alors, c'est vraiment des choses de liaison très, très courtes. Mais comme il y a vraiment du chant partout, tout le temps, ça s'arrête presque jamais. Donc, vraiment, tout était prévu à l'avance. Et il y a eu un travail, je dirais, en amont à la fois de composition musicale et de découpage. Tout était déjà dessiné, prévu, les plans tout était déjà fait en fait. Il n'y a plus qu'à tourner. D'accord, oui, donc en fait, ce sont des objets très particuliers dans le sens où la musique préexiste et finalement, il y a une espèce de collaboration entre les deux artistes qui est vraiment originale par rapport aux démarches des compositeurs qui viennent après coup ou pour lesquels parfois voilà. Mais c'est d'accord, merci bien. Il y a eu aussi, si je peux ajouter quelque chose, un travail en amont donc entre les deux, mais aussi entre eux et le décorateur, donc Bernard Evin. Ça, c'est aussi très important. Il y a aussi beaucoup de choses qui se correspondent entre musique et décor, entre dialogue et décor. Tout ça, c'est vraiment, moi, je ne suis pas spécialiste du coup de décor, mais je me rends compte quand même qu'il y a un travail aussi énorme que celui de la musique en termes de décor et que vraiment tout se correspond, les points de synchronisation, les couleurs des vêtements avec celles des papiers peints qui correspondent à des choses, la façon de dépeindre la psychologie des personnages avec les thèmes. Enfin, il y a plein de choses qui se correspondent vraiment et voilà, c'est plutôt un travail à 3 qu'à 2. C'est vraiment des œuvres d'art total, en fait. Oui, c'est ça. Qui marquent, et c'est vrai que du coup, la référence à Wagner, tout à fait. C'est clair. Merci en tout cas. Je vous en prie. Merci. Merci Pierre. Oui, je suis désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de citer Wagner. Pourtant, je m'étais mis une note, ne pas le faire, ne pas le faire, ne pas le faire. Mais c'est presque venu automatiquement. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'en ai une basique. Vous en êtes où de votre thèse? Alors là, je suis en 3e année. J'ai bientôt fini de travailler sur les parapluies. J'ai aussi commencé à travailler sur les demoiselles à l'occasion d'un colloque qui s'est tenu récemment sur l'opérette cinématographique. Et je dirais que j'en suis à 2/3 de ma thèse. 2/3 d'études d'analyse du corpus? 2/3 de la thèse en entier. Enfin, ce que je rédige tout de suite. Vous rédigez au fur et à mesure? Voilà, c'est ça. Vous avez encore des analyses à faire sur le corpus? Presque plus. Ok.
Donc, soutenance possible, envisagée 2023, en 23? oui, fin 22, début 23. D'accord. Parce que j'ai les cours à côté. Alors. D'accord. Bon, je pense que je vous encourage et je pense que je ne suis pas le seul à le faire, de continuer comme ça sur ce rythme. Merci. Je vous en prie. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on finisse notre réunion. Je remercie les 3 intervenants, hein, Isabelle, Pierre et puis vous, Ondine.